très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'Onzito, bien sûr, sur Médiane TV. Et ce matin, beaucoup de prévention et de sensibilisation. D'abord, comment booster votre terrain à l'approche de l'hiver, gagner un maximum d'immunité. Eh bien, vos spécialistes vous diront comment, justement, dans quelques instants. Ensuite, on enchaînera sur un sujet aussi de sensibilisation et de prévention de très grande importance, celui des accidents de la vie courante. Je recevrai pour cela un urgentiste, c'est le docteur Karim Lehlo. À tout de suite pour les détails. Booster son terrain pour faire face à l'hiver et pour faire face à la vie de façon générale. Je suis sûre que mes spécialistes justement vont insister sur ce point, pas uniquement pour l'hiver, mais pour la vie de tous les jours. Madame Jawan Khadija, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe à Marrakech, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci, le plaisir est partagé bien sûr et toujours. Merci Lalla. Docteur Soraya Attari, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes médecin homéopathe, entre autres. Vous êtes également médecin de travail à Marrakech. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et madame Arbekh Leklala, merci. Et docteur Baha Rabia, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à Casablanca. Exactement. Merci beaucoup d'être là sur le plateau d'Onzito pour apporter votre expertise, vos différentes approches pour booster le terrain justement de nos téléspectateurs à l'approche de l'hiver entre autres. Justement, une question selon la pratique de chacune, selon l'approche de chacune, pourquoi sommes-nous si fragiles, si vulnérables pendant cette période de l'année? On commence par vous, Madame Jawan. Justement, là maintenant, nous sommes entre les saisons et en général, l'été, les gens se laissent aller, mangent pas très bien, prennent beaucoup de boissons qui sont très fraîches ou même glacées et là, ça agit sur l'immunité. Il y a très peu de légumes, beaucoup de fast-food, les gens pensent que c'est léger. Et justement là, il y a un manque de nutrition, de nutriments essentiels et qui amène à cette fragilisation à cette époque. Donc il faut vraiment prendre les choses. C'est une conséquence de notre rythme de vie en été. Rythme de vie en été, rythme alimentaire. C'est les vacances et les gens chamboulent un peu leurs habitudes. C'est des veillées, c'est tout le système qui est à revoir. Et en général, les gens prennent plaisir à chambouler leur rythme pendant les vacances. Pendant les vacances, ok. Oui. Alors, docteur Soraya Attari, pour vous, pourquoi sommes-nous fragiles, vulnérables pendant cette période de l'année? Donc, effectivement, en automne-hiver, les infections virales sont fréquentes. Par conséquent, la prise des médicaments est importante. Et ceci est dû d'une part à une prolifération virale, donc les virus se multiplient et s'activent en cette période de l'année, et d'autre part à une baisse des défenses immunitaires plus ou moins marquée selon le terrain de chaque individu, c'est-à-dire selon la manière spécifique de répondre à un stress tel le froid ou à une agression toute nature, entre autres les agents infectieux. Okay. Donc qui dit homéopathie des terrains. Par exemple, nous sommes en cette période tous en contact des virus de la grippe, mais nous ne faisons heureusement pas tous la maladie. Alors pour vous, docteur Soraya Attari, en tant que médecin homéopathe, pourquoi sommes-nous si fragiles pendant cette période de l'année? C'est question de terrain. Donc le terrain, il est défini par 3 paramètres, une constante et 2 variables. La constante, c'est le bâti. Hein. Nous ne sommes pas bâtis de la même manière. Donc, il y a des personnes grandes de taille, d'autres petites. Il y a des personnes plus solides que d'autres. Voilà, corpulentes, d'autres le sont moins. Et le deuxième paramètre, c'est le tempérament. Donc, le tempérament qui varie tout au long de la vie. Vous avez, par exemple, le tempérament lymphatique chez le nourrisson, vous avez le sang gaz chez l'adolescent, le bilieux chez l'adulte. Parce que nous, quand on parle de tempérament, on parle de caractère. Oui, c'est ça, caractère. Voilà. Donc le caractère pour l'homéopathe influe sur la santé? C'est un paramètre de définition de terrain. Donc on a le corps, on a la constitution, le bâti, le corps, on a le tempérament,
Et sur cette toile de fond constitutionnelle et tempérentielle, ils vont jouer les toxines, c'est-à-dire les agents infectieux et toutes les actions. C'est le troisième point? C'est le troisième, c'est le mode réactionnel particulier à chaque Donc pour l'homéopathe, c'est même le tempérament entre en jeu dans la réaction des toxines et des virus? C'est un facteur de détermination du terrain chez l'adulte. C'est une belle découverte aujourd'hui. Docteur Baha Rabia, vous êtes nutritionniste, justement. Votre approche, selon vous, qu'est-ce qui fait que nous soyons un petit peu fragiles pendant cette période de l'année? Alors, mon approche, elle n'est pas isolée. C'est une approche qui est intégrée dans notre système. C'est-à-dire que finalement, nous sommes très fragiles en hiver, tout d'abord parce que le virus, il est présent beaucoup plus de manière saisonnière en automne et en hiver, ça d'une part. D'autre part, nous n'allons pas tous faire cette maladie ou la maladie parce que nous ne répondons pas au stress de la même manière, parce qu'au fait, le froid va agir comme un agent de stress. La preuve, c'est que quand on est stressé, on peut faire un herpès. Donc les agents, le virus, il agit, donc le froid, c'est un stress pour le corps. Donc la réaction peut être justement une réduction de l'immunité. Le processus, il est compliqué, mais c'est comme ça qu'il faut le retenir. Et puis le terrain, est-ce qu'il est préparé ou pas? Il y a le terrain, bien sûr. Il y a la personne, est-ce qu'elle est fragile de manière constitutionnelle? Certaines maladies dont on va pas en parler aujourd'hui. Mais moi, je me contenterai de la préparation nutritionnelle. Oui. Notre corps, pour réagir à un virus, il doit avoir les armes et les outils pour se défendre. Ces armes et ces outils, ce sont les cellules immunitaires, c'est les soldats du corps, mais ces soldats, ils ont besoin quand même d'armes. Et ces armes, ils ne peuvent les avoir que s'ils ont les outils, c'est-à-dire s'ils ont, par exemple, on incrimine la carence en vitamine D, on va incriminer la carence en vitamine E, la fortification en zinc ou en sélénium. Donc tout un processus, c'est-à-dire toute une nutrition complète et équilibrée qui va permettre, bien sûr, avec des compléments en période hivernale, peut-être qu'on sera plus outillé ou moins outillé, ça dépend de comment on est. Donc, à vous entendre, en fait, on est un petit peu responsable de notre fragilité pendant cette période, mais en même temps, on a, par exemple, on vit en communauté et on sait que les virus sont virulents en communauté. Ça veut dire que toutes ces personnes qui sont infectées, on va dire, par un virus, notamment le virus de la grippe, toutes ces personnes mangent mal, sont stressées, sont de mauvaise humeur. C'est bien ça, Madame Jaouane? Dans l'absolu, oui. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de terrain, pour moi, c'est l'immunité, bien sûr, comme nos amis Madame Baha et Madame Soraya. Et ce terrain, il dépend, par exemple, l'approche néo-hippocratique, c'est chercher la cause et la cause de la cause. Si une personne réagit à un virus, l'autre, peut-être, ne va pas réagir. Donc, comment son immunité, elle a chuté ou descendu? Il y a le facteur alimentaire dont j'ai parlé, il y a le facteur stress aussi, et le facteur alimentaire, il y a aussi toute cette acidification de terrain qui fait qu'il y a des fuites de minéraux. Quand le terrain est acidifié, bon, il faut l'alcaliniser avec des compléments naturels ou avec une alimentation. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cette notion de terrain acide? Oui, acide basique, c'est-à-dire que tout ce qui donne une réaction dans le corps d'acidité. En général, les gens, ils connaissent l'acidité gastrique. Mais même s'il n'y a pas de ressenti d'acidité gastrique, il y a une acidification, c'est le même processus au niveau de tous les liquides du corps. Et là, c'est comme si, c'est pour donner une image plus simple, c'est comme si on mettait le corps dans une solution de vinaigre et il y a cette fuite de minéraux, d'où les carences. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait qui donne justement cette acidification du corps? Et là, on revient aux combinaisons alimentaires, les fruits après les repas, les sucres. Est-ce qu'on peut les expliquer, les détailler? C'est vrai que vous énonciez ça rapidement parce qu'on l'a déjà fait pour Médien Radio dans les matinées maghrébines. Mais là, on s'adresse aux téléspectateurs d'Onzito. Et puis, c'est toujours nécessaire et important de rappeler, Madame Jaouane, justement, on insiste sur ces détails. Donc, au niveau de la digestibilité des aliments, un aliment qui ne se digère pas,
donne une acidification et on le ressent par des flatulences, par des ballonnements, par des aigreurs ou pas. Et cette acidification est la base de beaucoup de problèmes de santé. Alors qu'est-ce qu'on commet comme erreur? Les céréales, oui, les céréales qui sont raffinées, le sucre rapide, les fruits même s'ils sont bons après le repas. Pas de fruits après le repas? Non. Non, okay. Ce n'est pas la même période de digestion ni de digestibilité. Et pour digérer un aliment, il y a plusieurs facteurs. Si on mange devant la télé, par exemple, bon, le corps ne fait pas les deux fonctions en même temps. Si on mange trop rapidement, si on mange et qu'on boit en même temps, si on mange des aliments qui sont liquides, donc les sucs digestifs sont dilués, et si nous stressons, même si on mange parfaitement, nous stressons, donc l'estomac il est bloqué, il est rigide et la digestibilité ne se fait pas. Et même autre chose, les gens qui mangent toujours du cuit, et là je vais dire un mot scientifique et que je vais expliquer, produisent de ce qu'on appelle l'hyperleucocytose. L'hyperleucocytose, c'est une prolifération de leucocytes, donc une mobilisation du système immunitaire qui fait que la réaction, il y a cette fatigue après le repas. Okay. Boire ou manger très froid, donc on est loin de la température du corps, donc il y a aussi cette énergie que le corps déploie pour chauffer les aliments à l'intérieur du corps, et tout ça fait que l'immunité, elle chute. Elle baisse, oui. Absolument. Madame Baha, docteur Baha, vous êtes d'accord avec la conception justement du terrain du point de vue de la naturopathe? Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue Khadija. D'ailleurs, elle a très bien expliqué le processus. Et finalement, moi juste, je me dis que je n'aime pas responsabiliser le patient. Vous savez, je préfère. C'est pas lui qui est responsable, c'est son environnement qui est responsable, c'est son éducation, c'est le manque d'informations. Et c'est notre rôle aujourd'hui, c'est de lui donner une information pour qu'il soit capable de choisir lui-même. Et c'est ce mode de vie durant la période de l'été, avec, comme l'a bien expliqué Khadija, c'est que on mange beaucoup de sucré, on mange moins de légumes, moins de fruits. Et pour son explication pour les carences, justement. Vous êtes nutritionniste, Madame Jawan Khadija est naturopathe. Madame Khadija explique les carences par une acidification de l'organisme, une fuite des minéraux et des oligo-éléments qui donnent des carences. Le processus, peut-être que c'est pas tout le monde qui est d'accord sur le processus, mais le résultat, on est tous d'accord sur ce résultat. C'est ça qui est important aujourd'hui. On est d'accord sur le résultat, mais il faut comprendre aussi le processus. Je crois que elle a bien dit, c'est-à-dire que c'est notre façon de manger. Maintenant, entre notre manière de manger et le résultat, ce processus entre les deux, les scientifiques, il y a beaucoup de discours, et c'est pas notre rôle aujourd'hui, c'est pas de donner cette différence de point de vue aux spectateurs, mais c'est de lui donner cet outil, c'est-à-dire que c'est notre façon de manger, c'est de manger le raffiné. Justement, on n'en est pas d'accord. Tous les spécialistes le disent. Prendre beaucoup de sucre, le sucre vaut mieux l'éliminer. Surtout le sucre blanc raffiné, on le sait. Manger des fruits après le repas, l'idéal c'est de le manger en collation, il est mieux absorbé. Donc vous vous rejoignez sur ça. On se rejoint exactement sur cette façon. Alors l'homéopathie, docteur Soraya Attari, l'homéopathie, on a tendance à penser que c'est une spécialité ou c'est une approche réservée à une élite. Est-ce que c'est vrai? Donc l'homéopathie, comme j'ai dit, Hippocrate il a défini 3 méthodes, 3 méthodes thérapeutiques. Mais est-ce que c'est réservé à une élite? On a tendance à penser que cette façon d'aborder la santé est réservée à une élite. Non. 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 Donc c'est une médecine pour tout le monde, c'est pas pour une élite. Et d'ailleurs, ce qui fait la différence... Mais elle n'est pas généralisée. Et ce qui vraiment fait la différence, c'est que la médecine des contraires, l'allopathie, c'est la médecine moderne, et l'homéopathie, c'est cette notion de terre. C'est vraiment, donc, comment dirais-je, la médecine des contraires veut dire quoi? Veut dire, par exemple, on traite un symptôme par son opposé. Par exemple, pour traiter la toux,
on donne un médicament contre la toux, c'est l'antitussif, pour les vomissements, c'est l'antiémétique, et ainsi de suite. Okay. Or, la toux, comme les vomissements, les diarrhées, la fièvre, l'inflammation, etc., ne sont que des réactions physiologiques. Autrement dit, c'est des moyens qui sont mis à la disposition de notre système immunitaire pour se défendre. Donc, c'est comparable, ce sont des signaux d'alarme comparables au feu qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture, hein, indiquant le niveau insuffisant. Donc, il faut aller chercher. Voilà, chercher. Ce n'est que le symptôme. La cause et la cause de la cause. Donc, quand ces feux s'allument sur le tableau de bord, donc on ne va pas les cacher. Mais pour la grippe, par exemple, on sait que la cause, c'est le virus. Mais la cause vraiment derrière le virus. Derrière le virus. Pourquoi ce virus s'accroche à cet organisme? Absolument, parce que on ne devient pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on croit. Comme il y a la nourriture physique, il y a aussi la nourriture énergétique. L'exemple, par exemple, le matin, la parole agressive, par exemple, d'un automobiliste peut vous mettre en mauvaise humeur le reste de la journée. Ça a un impact sur mon ça nous nourrit. Ou par exemple, inversement, vous avez le regard d'amour d'un enfant, il vous nourrit, il vous remplit de joie. Forcément, on sourit quand on entend ça. Voilà, de même, il y a l'énergie de l'environnement, des lieux aussi, des lieux qu'on occupe. Donc vous travaillez, docteur Attari, sur ça. C'est vraiment, quand on parle de terrain, c'est pas juste le terrain physique, le corps, mais c'est vraiment le terrain émotionnel. Ah oui, parce que toutes les maladies, sans exception, toutes les maladies dont souffre l'humanité actuellement sur Terre, ils ont un dénominateur commun, qui est l'accumulation des toxines. Et la seule cause de l'accumulation de toxines, c'est le dysfonctionnement intestinal. Et plus précisément, le dysfonctionnement de la flore microbienne intestinale. Donc, vraiment... Et l'émotionnel dans tout ça, alors? Parce que là, vous revenez l'émotionnel, il est pour ou contre vraiment le bon fonctionnement de cette flore microbienne. C'est pour ça que quand on stresse ou quand on est angoissé, on a le nombril qui se noue. Qui se noue. D'ailleurs, ce microbien intestinal, c'est un véritable organe caché. Donc, il compte 10 fois plus l'ensemble de toutes les cellules de l'organisme humain. D'accord. Donc, c'est à peu près 100 000 milliards de germes, dont 70% ne sont pas cultivables par les méthodes classiques actuelles. Donc, quand on dit véritablement aux gens, il faut lutter contre le stress, c'est un facteur de risque important, ça porte préjudice à notre flore. À notre flore intestinale. Madame Jaouane, vous voulez? Oui, je réagis à un mot, c'est combattre le stress. On n'est même pas dans le combat, c'est de la gestion de stress. Le stress, il est nécessaire. Par exemple, un stress climatique. Quand il fait froid, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se couvre. Donc, elle réagit face au stress et elle peut même profiter de ce stress et aller au sport d'hiver, si elle est bien couverte. Je me disais, où veut-elle arriver? La métaphore. Oui. Mais quand il y a un stress, c'est comment le gérer. C'est comment travailler sur son émotionnel, sur sa gestion de ce stress. Si on n'a pas de stress, c'est un gros problème. Donc on ne peut réagir que sous stress. Et il y a le stress positif qui nous booste et on se barricade. Comment? En renforçant l'intérieur. L'intérieur par une alimentation saine, alcaline, c'est-à-dire avec beaucoup de verdure, l'intérieur par des émotions positives, l'intérieur par un environnement sain. Si on dort avec plein de fils électriques et un ordinateur à côté, le portable à côté, ça influe notre flore. Et rien que le fait que la personne, par exemple, elle est énervée ou angoissée, c'est comme a dit Soraya, c'est les germes. Et c'est l'immunité à ce niveau-là. Bien sûr, la contrepartie pour arranger ça, si le fait que le stress agit d'une façon négative, le fait de faire des relaxations, de se donner du temps d'aller dans la nature. Ça veut dire qu'il faut être constamment, oui. Tous les jours, toutes les saisons, oui. axé sur soi. Oui, bien sûr. Mais on sait que le quotidien, oui. Vous voyez où je vais en arriver, le quotidien, la vie de tous les jours fait qu'on s'égare de soi, on s'éloigne de soi par la force des choses. On ne peut pas constamment, sinon on rentre dans une espèce de lutte constante contre l'extérieur. Pas du tout. C'est renforcer l'intérieur pour être bien avec l'extérieur.
et ne pas être influencé par tout ce qui est nocif de l'extérieur. C'est comment je peux me renforcer pour être bien et gérer tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas parce que quelqu'un klaxonne derrière que moi je vais être dans la réaction, mais être dans mon action. Être dans l'action et non pas dans la réaction. C'est-à-dire que c'est la personne qui décide ce qu'elle veut faire et non pas elle réagit au quart de tour aux influences extérieures. Mais alors ce que vous dites, est-ce que on va dire c'est basé sur des études, scientifiques, Bien sur des sûr. évaluations, parce que les Bien téléspectateurs peuvent se dire bon, tout ce que ces dames nous racontent est très intéressant, Oui. ça fait du bien à entendre, mais est-ce que Expérimenter. Mais justement, si je stresse pas, est-ce que je ne ferai pas de grippe? C'est le tout. C'est le tout, c'est l'immunité, c'est le terrain, c'est le tout. C'est chercher la cause et la cause de la cause. Une personne va faire une grippe juste parce qu'elle a déménagé et qu'elle est très fatiguée physiquement, qu'elle ne s'est pas donné du temps pour de repos. Une autre va stresser parce qu'elle a très mal mangé. Une autre va faire une grippe parce qu'elle a vécu un gros stress qu'elle n'a pas géré. Ok. Donc tout ça. Et je reviens juste sur un point, c'est par rapport à toutes ces agressions de l'extérieur, c'est responsabiliser. C'est vrai que moi, quand j'ai quelqu'un devant moi, je le responsabilise. Je ne le culpabilise pas. Ouais. Donc il y a une différence entre responsabiliser et culpabiliser. On n'est pas coupable de toutes nos habitudes, on est responsable de les changer. Et aujourd'hui, justement, par l'information, grâce à vous, on véhicule l'information, on la diffuse pour que, justement, les téléspectateurs puissent changer ce quotidien. On va revenir à l'alimentation pure. Nous sommes ce que nous mangeons. Docteur Rabia, justement, l'alimentation, on l'a dit, la période de l'hiver, on est un petit peu fragile parce que conséquence d'une période estivale, on se laisse un petit peu aller. Est-ce qu'on peut rattraper le coup, justement? Bien sûr. Si on dit qu'on ne peut pas rattraper, c'est qu'on est pessimiste. Les agrumes, le miel, toutes ces Voilà. choses-là. Est-ce Alors, que c'est vrai ou mythe ou réalité? Non, c'est une réalité parce que on sait très bien que les antioxydants, ils sont là pour booster le système immunitaire. Parce que quand les cellules qu'on appelle les éboueurs du corps, les macrophages, ils sont là, quand ils font leur action, ils vont libérer des toxines et surtout des radicaux libres. Et pour cela, il faut que j'ai des antioxydants d'abord pour arrêter ces radicaux libres, pour les chélater et les neutraliser. Donc c'est clair que tout ce qui est antioxydant va booster. C'est pour ça qu'on parle de vitamine C. Alors les antioxydants puissants de l'hiver. C'est par exemple, écoute, la vitamine C, c'est un antioxydant. La vitamine E, c'est un antioxydant. On trouve ça où? Ah, voilà. Alors, au lieu d'aller chercher, comme je le dis toujours, moi je ne veux pas aller vers quel aliment et quel nutriment, mais pourquoi ne pas prendre l'idéal pour booster, renforcer, c'est de profiter des collations. Les collations, c'est elles qui vont être différentes selon qu'on soit en hiver ou en été. Le fait de prendre des agrumes et prendre des noix, c'est-à-dire des fruits secs pendant la collation, ça va m'apporter la vitamine C que je veux dans les agrumes, ça va m'apporter tout ce qui est vitamine E et tout ce qui est le reste. Et puis favoriser, parce que généralement on prend beaucoup de poissons et de crustacés qu'en été, c'est bien aussi de les prendre en hiver. Le mode de cuisson aussi est très important. Le mode de cuisson, bien sûr, le mode de cuisson il est important, mais la collation est un moment important pour booster son immunité. Miser sur les fruits secs, sur les fruits de saison. Les fruits de saison, bien sûr, les agrumes sont les fruits de saison les plus qui se trouvent, mais pas les jus préparés. C'est-à-dire, le fruit, si je peux couper le fruit en même temps et le prendre, c'est l'idéal. Bien sûr, je peux le presser, mais l'idéal, c'est de le prendre comme ça. Pourquoi, justement? Pour faire la différence pour les téléspectateurs, pourquoi? Parce que, justement, si je presse, il y a l'oxydation du fruit. Le jus. C'est-à-dire, il perd? Il perd, bien sûr, il perd de son efficacité. L'idéal, c'est de le prendre soit fraîchement, pressé à l'instant, mais on sait très bien qu'on ne peut pas le faire quand on est au travail. L'idéal, c'est de prendre
son orange ou ses mandarines au travail. Ok. Alors, rapidement, docteur Attari Soraya, justement, cette fameuse flore intestinale, est-ce que l'homéopathie la booste? L'homéopathie la booste dans le sens où vraiment il respecte cette notion de terrain. Cette notion de terrain, il a l'intérêt, son intérêt réside dans le fait que le terrain caractérise l'homme sain ou en puissance de maladie. Donc il prévient, permet de prévoir les morbidités menaçantes et donner naissance à de véritables mesures prophylactiques. Autrement dit, prophylactiques, à savoir préventives. Alors on va revenir sur ce point juste après la pause. On revient directement sur ce point-là avec vous, docteur Soraya Attari. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. On continue à faire de la prévention pour les téléspectateurs, booster le terrain à l'approche de l'hiver. Et on va parler aussi des accidents de la vie courante avec un urgentiste, c'est le docteur Karim Lehlo. À tout de suite pour la suite sur Médien TV. Et on continue justement ce sujet, booster son terrain immunitaire pour affronter toutes les pressions, le stress, mais aussi surtout les infections de l'hiver. On en parle avec 3 spécialistes, 3 approches différentes, mais qui restent complémentaires. Madame Jawan Khadija, vous êtes naturopathe. Docteur Soraya Attari, vous êtes homéopathe, médecin homéopathe, et docteur Baha Rabea, vous êtes nutritionniste. On revient avec vous, docteur Attari, justement, comment on fait du préventif grâce à l'homéopathie? En définissant les terrains, parce que chaque terrain a ses prédispositions morbides particulières. Oui. Donc en connaissant ces prédispositions, on peut les prévenir à temps. On peut prendre des mesures préventives à temps. Et quand je parle vraiment de l'aliment, donc le fruit en entier, le mangeant en entier, donc on va nourrir ses 5 sens et par conséquent, on va booster son terrain. Très bien. Madame Jawan? Oui, alors moi, par rapport aux fruits, pour moi, ce n'est pas préférable de manger le fruit en entier, mais il est nécessaire de manger le fruit en entier. Alors, c'est quoi la différence entre le jus et le fruit? C'est que si je presse une orange, j'ai déjà plus de fibres. Donc, et en plus, je ne le mastique pas. Dans la bouche, il y a, et ça c'est scientifique et prouvé, des enzymes salivaires. Et il y a une prédigestion dans la bouche, par ces enzymes justement. Donc l'aliment, l'orange, arrive dans l'estomac et elle est prédigérée. Mais quand je bois le jus d'orange, je n'ai plus ces sucres lents. Il y a cette partie de la mastication qui n'existe plus. Et ce jus, il arrive dans l'estomac sec, mais agressif. Ça reste toujours une bonne chose quand même, un jus d'orange. Il y a beaucoup de personnes qui ont une fragilité au niveau de l'estomac qui ne le supportent pas et ne comprennent pas pourquoi, puisque c'est naturel. Naturel, tout à fait. Donc il suffit, même pour les personnes qui ne supportent pas le jus d'orange et pour eux c'est l'orange, c'est juste manger l'orange et bien loin des repas sur un estomac vide. Et là, les personnes qui ont été privées d'orange pendant des années arrivent à le digérer. Et c'est extraordinaire. La façon dont on pourrait prendre des jus, j'ai vu l'image tout à l'heure, c'est sous forme de smoothies avec des légumes feuilles, avec des épinards, avec de la salade. Et là, il y a l'équilibre entre les bases du fruit, non, du verre, des feuilles vertes et le fruit. Et là, ça se digère parfaitement et il faut que ce soit épais. Comme on dit, mangez votre soupe et non pas buvez votre soupe. Il faut que ce soit épais, c'est-à-dire qu'on mélange le fruit et les feuilles vertes. Et les feuilles vertes. Et quand on le prend, on a l'impression que c'est une soupe de fruits. Et ça met la personne dans cette déglutition, dans cette mastication qui fait que l'aliment arrive prédigéré. Alors ce qui est important aussi pour tous les parents qui nous suivent, c'est de faire de la prévention pour les enfants. On sait que les enfants sont très fragiles pendant cette période de l'année. Voilà, donc... Docteur Rabea, comment on peut aussi faire de la prévention pour les enfants à travers l'alimentation? Et on sait qu'à n'importe quel âge, il reste quand même compliqué à table. Justement, il faut dire que la vulnérabilité, ça concerne surtout les sujets âgés, les femmes enceintes, les enfants en bas âge. Vous avez tout à fait raison, parce que déjà pendant ces périodes-là, le système immunitaire, il est déjà très fragilisé, si on peut dire, de manière
tout le temps fragilisé. Donc il faut vraiment faire de la prévention. La prévention, justement, ça peut être grâce à une alimentation. Bien sûr, il n'y a pas que la nutrition. Vous le savez, la nutrition n'est qu'un petit déterminant dans un nombre important de déterminants. Mais moi, je parle de ce côté-là et je laisse aux autres spécialistes de parler des autres. Mais l'enfant, il faut vraiment bien le protéger, justement en une alimentation très riche en ce genre d'antioxydants. Mais il ne faut pas aussi oublier que le corps, il a besoin aussi de protéines, c'est-à-dire qu'un enfant dénutri, on le sait qu'un enfant à l'âge de 5 ans déjà, il souffre de cette néophobie, il mange pas bien. Déjà, son bâti nutritionnel, il est un peu déstabilisé. Donc, il faut d'abord veiller à ce que ses repas principaux soient bien équilibrés, mais que si on peut donner beaucoup de collations, mais des collations aussi riches comme ça, avec des fruits secs, c'est bien. Et il faut insister sur l'hydratation. L'eau, c'est pas seulement pour nettoyer, l'eau contient du H+, c'est-à-dire c'est une molécule. Et c'est une molécule qui va rentrer dans des réactions enzymatiques qui sont importantes aussi pour notre système immunitaire. Donc il ne faut pas juste boire, c'est important de donner à boire. Et comme a dit Khadija tout à l'heure, le corps réagit à tout ce qui est froid, donc éviter tout ce qui est froid. Et l'idéal, c'est de prendre les liquides à température ambiante parce que ça va réduire l'effort que va fournir notre corps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on inhale, quand on sort. Vous savez, chez les enfants, j'ouvre juste une petite parenthèse, on les sort du bain qui est chaud et on va les couvrir, mais on ne va pas couvrir le nez et la bouche, alors que c'est par là que va rentrer l'air qui est froid. Et bien sûr, l'effort que vont fournir nos voies ORL pour réchauffer de l'eau, c'est une perte d'énergie. C'est ce qui va faire qu'après, ils vont éternuer, ils vont avoir peut-être le rhume, pas la grippe, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on les sort du bain? Il faut quand même un peu leur couvrir un peu le nez et la bouche plutôt que de seulement couvrir, parce que c'est... Couvrir le nez et la bouche quelques instants? Le temps qu'ils sortent, qu'ils rentrent à la maison, parce que ce contraste chaud-froid, comme pour l'aliment au niveau du tube digestif, c'est la même chose au niveau de la... Alors, docteur Attari, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si on utilise ce terme en homéopathie, mais faire de l'automédication en homéopathie, de la même manière que on prend des médicaments, on va dire classiques, standards, en automédication. Est-ce qu'on peut aller en pharmacie? Il y a des pharmacies qui vendent des préparations homéopathiques toutes prêtes. Il y en a aussi surtout pour les enfants. Il y a des marques qui sont connues. Est-ce qu'on va et on prend le produit, on l'achète et c'est beau? Donc, c'est pas prudent de s'en procurer directement chez le pharmacien parce qu'il faut poser un diagnostic. Un diagnostic ne peut être posé que par le médecin homéopathe. D'ailleurs, la consultation homéopathique, vraiment, elle a une durée moyenne de 3/4 d'heure. Donc, ça va d'une demi-heure à 1h30. Et pour pouvoir effectivement déterminer le terrain. Et qui dit terrain dit les prédispositions morbides qui sont derrière les maladies. D'accord. Et là, dans cette investigation, donc vous creusez vraiment sur la personne et sur son terrain héréditaire également? Bien sûr, pour avoir vraiment toutes les notions sur toutes les informations sur la constitution, le tempérament, le mode réactionnel particulier à chacun, ça demande du temps. Ok. Et donc, après, vous préparez une préparation vous-même, vous faites un assemblage, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous donnez? Donc, on fait le diagnostic, pas de la maladie, mais du malade. Oui. C'est-à-dire, on va définir le similimum. Similimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire le remède homéopathique qui sera adapté aux symptômes, à la morphologie, et à la psychologie de la personne. C'est une préparation que fait le médecin homéopathe? Non. Non. Donc, ce sont des préparations qui sont vendues à la pharmacie. Mais c'est des doses, en fait. Ah oui, c'est des doses, des granules et des doses. Et normalement, en préventif, un traitement homéopathique, on doit le prendre pendant combien de temps? Ça dépend de la maladie, ça dépend du terrain de chacun.
Donc il y a des prédispositions morbides qui sont plus importantes que d'autres. Mais pour par exemple tout ce qui est problème de la sphère ORL en hiver. La sphère ORL durant toute la période froide, c'est-à-dire toute la saison de l'automne et de l'hiver, donc de septembre à février généralement. Ok, on arrive à la fin de l'émission, Madame Jaouane, oui? Oui, alors moi je voulais rajouter qu'en Europe par exemple, et on voit les habitudes là-bas, elles sont assez similaires ici, c'est que les vraies et les plus graves épidémies de grippe arrivent en général vers janvier, début janvier. C'est le pic? Oui, c'est le pic. Et pourquoi janvier? C'est après Noël, c'est après les fêtes de fin d'année, où les gens mangent beaucoup de sucreries, beaucoup de chocolat, éventuellement pour eux, beaucoup de sucre ou beaucoup d'alcool. Et là, ça fait chuter l'immunité et c'est là que le virus apparaît sur les terrains fragilisés. Donc là, d'un côté. Un autre petit conseil, et là, je demande aux téléspectateurs juste de vous faire confiance. Non, d'essayer, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. C'est qu'au moment, déjà on peut le faire en préventif, mais au moment où une grippe ou une maladie diverse s'installe, évitez les farines à gluten, évitez le lait. D'accord. Ces deux-là sont suffisants pour avoir un rétablissement plus rapide. Donc pas de produits laitiers? Pas de pain, pas de pâtes, pas de fromage, pas de tous les produits laitiers et les céréales à gluten. Pendant combien de temps? La personne, elle se rétablit beaucoup plus vite que si elle les prend. Enfants et adultes? Enfants et adultes, et c'est à essayer. Eh bien, on va essayer. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup pour votre expertise, votre gentillesse et votre générosité. Madame Jaouane Khadija, vous êtes naturopathe, docteur Soraya Attari, vous êtes homéopathe, médecin homéopathe, et docteur Baha Rabi, vous êtes médecin nutritionniste. On reste ensemble. Moi, je reste avec les téléspectateurs. On va parler encore prévention des accidents de la vie courante. Et je reçois pour cela le docteur Karim Lehlou, médecin urgentiste. À tout de suite pour les détails. Et on continue justement cette fois-ci toujours à faire de la prévention, mais on va parler des accidents de la vie courante. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, pour plus de détails, je reçois tout de suite le docteur Karim Lehlou, médecin urgentiste, médecin de sport et addictologue. Docteur Karim Lehlou, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Marhaba, c'est un plaisir. Alors, on a tendance justement à faire beaucoup de prévention, surtout contre les accidents domestiques, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de l'importance justement de prévenir les accidents de la vie courante de façon générale. Quelle différence, docteur Lehlou? Les accidents de la vie courante, si on parle d'abord de définir ce que c'est qu'un accident, l'accident lui-même est un événement qui est indépendant de la volonté humaine. Et donc, il est produit par une force extérieure et qui agissant rapidement et se manifeste donc par un dommage corporel. Ça, c'est la première chose qu'il faut définir. Et ensuite, l'accident de la vie courante sont tous les accidents qui arrivent dans le domicile au cours des accidents de sport, les accidents scolaires et aussi dans des accidents à l'extérieur. Donc en fait, quand on parle de prévention d'accidents domestiques, c'est uniquement à la maison. Par contre, accidents de la vie courante, ça englobe plusieurs endroits? Plusieurs endroits. Les accidents de la vie courante, c'est tous les accidents qui se font en dehors de l'accident de travail, de l'accident de la circulation, des suicides et des agressions. D'accord. Donc il faut extraire tout ça. Le reste, c'est l'accident domestique, c'est l'accident scolaire, c'est l'accident de sport et c'est les accidents des vacances et loisirs et à l'extérieur. D'accord. Alors justement, on a tendance à faire énormément de prévention en matière d'accidents de la circulation. Comparativement, en termes de chiffres, que représentent les accidents de la vie courante par rapport aux accidents de la circulation? C'est les troisièmes. Le monde, c'est le troisième. Actuellement, en France, par exemple, c'est 4 millions d'accidents de la vie courante par an. Par rapport à combien d'accidents de la circulation? Les accidents de la circulation sont les deuxièmes. Les deuxièmes, très bien. Sont les deuxièmes. Donc, mais ça fait que troisième après le cancer dans les maladies, c'est le troisième après les cancers et les maladies cardiovasculaires, les causes de décès. De décès, absolument. Les causes de décès. En France, c'est 20 000.
On ne va pas faire... Oui. Est-ce qu'on a des chiffres au niveau du Maroc? Au Maroc, c'est ça le problème. On n'a pas assez de chiffres. Le ministère de la Santé, sociale, des Affaires sociales et de la Famille, donc ils ont fait un guide sur ça. Ils ont parlé des accidents, mais toujours on ne trouve pas des données de chiffres au niveau même du ministère de la Santé ou de la veille sanitaire. Okay. On ne trouve pas de données exactes sur le Maroc. Mais vous êtes médecin urgentiste. Oui. Qu'est-ce que vous voyez, docteur? Il y a eu des études à Rabat, qui ont été faites à Rabat, dans le CHU en pédiatrie. À Casa aussi, j'ai fait une étude sur les brûlés, par exemple. C'est juste les brûlés. Hein. D'accord. Et à Marrakech. Et donc, il y a une grande différence. À Rabat, c'était les défenestrations. C'est surtout ceux qui tombent des fenêtres, hein, à travers les fenêtres, les enfants. Et puis, chez nous, c'était les brûlés, c'était les liquides chauds. Chez vous, quand vous dites chez vous, à Casablanca? À Casablanca, c'est les liquides chauds. Et puis, bien sûr, les brûlés avec les bouteilles à gaz, les petites bouteilles à gaz. C'était mon étude qui a été présentée dans le congrès des urgences. Et puis, à Marrakech aussi, c'était autre chose que les chutes. C'était surtout les chutes, les piqûres de scorpions, etc. Ça dépend de la région. Mais au Maroc, je suis sûr que chaque famille, que chaque personne, un individu ou citoyen marocain a été exposé un jour ou l'autre à un accident de la vie courante. Ok, alors ça c'est par rapport aux études. Vous avez dit chaque région est, on va dire, un petit peu concernée par, d'une manière ou d'une autre, par une cause principale d'accident de la vie courante. Mais dans la pratique du quotidien, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent au quotidien? Est-ce que ce sont les intoxications? Est-ce que ce sont les brûlures? Est-ce que ce sont les défenestrations? Surtout les traumatismes, les chutes. Les chutes? Beaucoup les chutes. Les chutes des enfants ou des adultes, personnes âgées? Tout âge confondu. On voit surtout les chutes, les traumatismes. Dans les domiciles, par exemple, vous avez les escaliers. Hein, les chutes d'escalier, vous avez les accidents de sport, vous avez les brûlures chez les enfants, les étouffements, tout ça, on le voit. Alors, docteur Lehlo, justement, comment on peut faire de la prévention, de la vraie prévention, des messages directs? Donc la prévention, on commence par exemple au domicile. Au niveau du domicile, c'est là où les accidents arrivent le plus, c'est au domicile. Donc par exemple dans la cuisine, c'est 24% des accidents, c'est le plus important. Donc il faut, par exemple sur la cuisinière, quand on pose la poêle doit rester toujours le manche de la poêle à l'intérieur. À l'intérieur. C'est-à-dire c'est une éducation parentale de la famille, et aussi il faut éduquer les enfants, leur montrer le danger, leur expliquer ce que c'est. Comment on explique le danger aux tout petits? À partir de quel âge, justement? À partir de l'âge de... Dès qu'il commence à marcher. Dès qu'il commence à marcher, il comprend. Il commence déjà à comprendre. À l'âge de 12 mois. De 12 mois jusqu'à 5 ans, il comprend. Et la vigilance totale. C'est la vigilance totale. Par exemple, là, l'image qu'on voit tout de suite, le manche qu'il faut retourner vers l'intérieur. Il ne faut pas laisser. La seconde chose, c'est les fours. Les fours... ils sont très chauds, l'enfant peut venir et toucher la vitre du four et là il va être brûlé. Donc au contact de ce... Donc les enfants sont très vulnérables justement? Très vulnérables. Et le gros problème c'est la cuisine? La cuisine c'est le plus gros problème dans les accidents domestiques, les brûlures et les traumatismes avec les couteaux, les objets tranchants, les objets piquants comme les fourchettes. Mais qu'est-ce qu'on vous dit par exemple? Qu'est-ce que vous disent en général les parents? On n'a pas fait attention, en une fraction de seconde ça s'est passé? C'est toujours une fois qu'on a perdu la surveillance. Lorsqu'on perd un moment de surveillance, on ne surveille plus l'enfant, ça peut se passer en quelques secondes. Toujours c'est un moment d'inattention de la part des adultes qui va laisser l'enfant faire cet incident-là. Et donc, il faut toujours surveiller. On peut se retrouver avec des choses dramatiques? Surveiller, hein? On peut se retrouver avec des choses dramatiques? Oui, toujours. Toujours, on peut trouver des... Qu'est-ce qui peut se passer, justement? La sensibilisation, c'est ça. On n'essaie pas de faire peur, mais en même temps, il faut dire, voilà ce que vous voyez. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais... Si on fait une bonne prévention, surveille correctement nos enfants, on ne se dit pas que les enfants sont indépendants, par exemple de l'âge de 1 an et plus, commence à marcher. On a tendance à dire qu'il est indépendant, on va le laisser un moment tout seul. Non, jamais de la vie. Il faut surveiller correctement l'enfant, il faut lui expliquer correctement les dangers auxquels il s'expose. L'exemple simple, c'est manger, par exemple, on lui montre un couteau, on lui dit ça coupe. Et on peut même montrer que ça coupe sur un morceau. Il ne faut pas toucher. Il comprend ce que vous dites. Donc voilà. Et le rangement est très important. Ranger les ustensiles en hauteur pour qu'ils ne puissent pas être
à la portée des enfants. Les fours, par exemple, les cuisines, il vaut mieux avoir des cuisines technologiques actuelles. On ne met plus, aux États-Unis par exemple, les fours ne sont plus en bas. On les met en haut. Aujourd'hui, chez nous, il y a encore ce problème des fours qui sont en bas. Le micro-ondes aussi, très dangereux pour l'enfant. Donc on met tout ça en haut. Et puis, dans la cuisine, quand on voit nous avons tendance à ranger au Maroc, chez nous dans la cuisine, tous les produits ménagers qui sont très dangereux pour l'enfant. Et encore plus, c'est qu'on met des produits comme de l'eau de Javel par exemple, et on va la mettre dans une bouteille de limonade ou d'eau. Et ça, c'est très dangereux pour l'enfant parce que même les adultes peuvent se tromper. Même les adultes peuvent se tromper et aller boire directement cette eau-là. Et donc il y a des accidents graves. Des accidents qui s'arrivent graves, avec des lésions graves, des dommages dans les intoxicants, par exemple, accidentels de produits ménagers, il va le boire. Et là, ça va entraîner des dommages digestifs très très graves et qui vont conduire à l'urgence. Il y a une population qui est vulnérable aussi, c'est les personnes âgées. Les populations vulnérables, il y a deux populations. Il y a les populations des sujets âgés dont on ne parle pas, parce que les accidents domestiques, ça concerne tout le monde, les enfants et les âgés aussi. Alors, il y a les âgés de plus de 65 ans, et là, ces personnes ont des mobilités qui sont réduites par rapport à leur état physique. De par l'âge. De par l'âge, c'est normal. Et ils perdent l'équilibre, ils tombent. C'est surtout les chutes. Et là, bien sûr, les courbes des accidents domestiques vont s'inverser. Là, c'est la femme qui va devenir la plus exposée aux chutes et aux accidents domestiques et aux suffocations. Par contre, les sujets âgés masculins ont moins d'accidents dans ce sens. Et puis, il y a les jeunes enfants. Oui, mais si vous permettez, on reste sur les personnes âgées. Oui. Quelle prévention, quelle sensibilisation pour cette catégorie de la population? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, il faut que l'environnement matériel soit adéquat. C'est-à-dire, dans le sens de la maison, il faut avoir des rampes, par exemple, de sécurité sur les escaliers. Il faut avoir des escaliers qui n'ont pas de boue qui sort, parce que quand il monte, il va trébucher sur la partie sortante, le rebord sortant de l'escalier, il tombe. Et ça, ça se passe comme ça. En plus, il faut arrondir les bords, parce que quand ils tombent, s'ils sont angulaires, les traumatismes sont plus graves. Ça peut être des traumatismes avec des plaies graves et tout ça. Et la deuxième chose, c'est au niveau, par exemple, de la salle de bain. Il faut avoir des appuis dans la salle de bain. Il faut éviter le bain, la baignoire, carrément. Il faut avoir des douches avec des chaises, avec appui, puisqu'il peut sortir. Il faut qu'il ne ferme jamais à clé la salle de bain. Par contre, en cas de problème, ça aggrave les choses parce qu'on ne peut pas s'introduire à l'intérieur. Ça, on l'a vécu. Vous l'avez vécu, mais en même temps, c'est la dignité de la personne. Par exemple, une personne âgée à qui on dit ne ferme pas la porte à clé. Les personnes âgées ne l'acceptent pas toujours, véritablement. Véritablement. Personne ne va l'accepter, même les jeunes, mais il faut leur expliquer le pourquoi. Ils ferment la porte, mais pas à clé. Et dans ce cas-là, il faut respecter, bien sûr, taper avant de rentrer. Bien sûr. Mais ça arrive qu'un sujet âgé dans une baignoire n'arrivait même pas à se mettre debout. Alors il a glissé, il n'y avait pas d'appui. Oui. Et là, on est venu, on a trouvé, bien sûr, ils nous ont appelés, on a intervenu sur place. Et on a dû bien sûr forcer la porte pour rentrer, et il était vraiment très mal. Il était déjà cardiaque parce qu'il y a des pathologies, Exactement. Il y a des problèmes chez les sujets âgés qui encore vont compliquer les choses. Et donc par conséquent, on était difficile de l'extraire du bain. Il fallait l'extraire et puis on a... En tout cas, voilà, Dr Karim Lhelloul, je pense que vos messages sont clairs. Attention aux enfants principalement, attention aux personnes âgées. L'aménagement du domicile est très important pour les personnes âgées. La surveillance pour les enfants est extrêmement importante. Des messages clairs, directs, simples. Vous êtes médecin urgentiste. Merci beaucoup pour votre expertise ce matin sur le plateau d'Onzito. C'était un plaisir de vous recevoir. J'ai eu l'honneur d'avoir autour de moi justement des spécialistes pour cette prévention contre les infections de l'hiver. Comment booster son terrain à l'approche de l'hiver? Eh bien, on en a parlé et c'est à regarder à nouveau sur remediantv.com. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Un grand remerciement à toute l'équipe qui m'accompagne à Tanger et à Rabat. Et au plaisir de vous retrouver très vite.